la fameuse conférence anniversaire des Deux Rives qui, pour la première fois, est en présentiel, puisque j'ai menti durant 3 ans en disant que j'allais faire une fête en présentiel. Et en fait, jusqu'à maintenant, on faisait des conférences anniversaires via Zoom. Voilà, nous sommes là. Donc déjà, merci beaucoup à tout le monde d'être venus si nombreux. Je voudrais aussi remercier toutes les associations latino-américaines qui ont joué le jeu et qui sont venues construire la Patria Grande ici même à Paris 11e. Donc la Revolución Ciudadana d'Ecuador, por favor, un aplauso. Et que viva Corea! L'association Wipala France, qui représente la Bolivie. Los compañeros de Uruguay, donde están aquí presentes. Allá atrás, una gran guerrera, une grande lutteuse pour la patrie, la grande patrie, Maigualida de Alba Francia et du Cercle Bolivarien de Paris, du Venezuela. Je pense que je n'oublie aucune... Pardon. Ah, pardon, évidemment. Et José Manuel, José Manuel de Morena, le parti du président López Obrador au Mexique. Évidemment, l'association Unida Perú, sans qui ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Merci beaucoup, compañeros. Je remercie aussi Carolina Gerendas, la chargée d'affaires de l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis, bien sûr, les intervenants, Maurice, merci d'être là, Sergio, merci d'être là, Ignacio, merci beaucoup d'être présent avec nous pour cette soirée. Alors, je ne vais pas m'étendre, j'ai déjà parlé en première partie. Je voulais juste rappeler que les Deux Rives sont un petit média dont l'unique prétention n'est pas de vous inculquer à la force la vérité transcendantale, mais juste de mettre un grain de sable dans la machine médiatique, de vous proposer en français un autre point de vue sur l'Amérique latine. Comme j'aime à le répéter, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais au moins vous avez un autre point de vue pour pouvoir comparer avec ce que disent les médias dominants. Et je vous annonce, pour ceux qui ne connaissent pas les Deux Rives, que généralement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai les Deux Rives depuis 3 ans, et j'ai regardé tout à l'heure, c'est 867 articles en français, avec une autre tendance éditoriale. C'est plus de 200 vidéos aussi, des petits reportages, des interviews, des conférences. Et donc, évidemment, je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux ou sur les miens aussi, @romainmigus, pour que vous ayez cet autre point de vue, si nécessaire, à la compréhension de ce continent qui est si riche. Je vais terminer en vous racontant une anecdote. Je vous avais parlé en première partie lorsque nous sommes allés dans la région d'Apurimac, dans un petit village, et quand je suis arrivé, il y avait une assemblée générale dans un champ. Et donc, moi, j'arrive et puis on commence à filmer. Et les gens sont très énervés contre les médias. Parce que je vais vous faire une confidence. Les médias péruviens feraient passer BFM pour un modèle de déontologie. Dans les médias péruviens, Pascal Praud serait un trotskiste. C'est pour vous donner un peu la tendance. Ils sont racistes, colonialistes. C'est vraiment infernal. J'ai un ami argentin, Marco Teruggi, qui me dit à chaque fois que j'aime bien venir au Pérou, parce que tu connais la porcherie qu'est le Clarín et les médias de ce groupe médiatique, et à chaque fois que je viens au Pérou, je me rends compte qu'il y a pire. En termes de médias, le Pérou, c'est quand même quelque chose. Donc les gens, évidemment, ils en ont marre de se faire traiter de tous les noms. Et donc nous, on arrive avec les caméras comme ça, et là, ils nous disent « Hey, il y a 2 journalistes, enchaînez-les, fouettez-les !» Chicotés.
Oh, alors qu'on commence à parlementer. Oui, mais vous savez, on n'est pas vraiment des journalistes comme vous connaissez, on est d'autres et tout ça. Vous inquiétez pas. Et je lui dis, ah oui, tu viens d'où? Moi je suis français. Je lui ai dit, moi je suis français. Et pour qui travailles-tu? J'avais mon carnet, je travaille pour les Deux Rives. Eh bien, figurez-vous que grâce à vous et grâce au soutien que vous nous apportez, tant financièrement que moralement, j'ai évité le fouet grâce à vous. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais rien dire de plus, sinon un grand merci d'être présents tous. Et je vais céder la parole à notre premier intervenant, Ignacio, sur le thème de l'Amérique latine dans le nouveau monde multipolaire. Depuis plus de 15 ans que je vis en Amérique latine, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones. Oui? Bon, de manière très humble, j'ai l'impression parfois d'être Jon Snow, tant qu'à faire. Pourquoi? Mais parce que depuis l'Amérique latine, on voit de l'autre côté du mur. Et le monde multipolaire tel qu'il se construit, il n'est pas né de la guerre en Ukraine, il n'est pas né des dernières années. En fait, ça fait plus d'une décennie qu'ils sont en train de le construire, des relations avec l'Afrique, des relations avec le Moyen-Orient. Et ça, évidemment, on le voit. Et pour paraphraser, je voyais, alors évidemment, les latino-américains en lutte n'ont rien à voir avec l'armée des morts ni les marcheurs blancs de Game of Thrones. Mais quand, il y a plusieurs années, je rentrais en France et j'essayais d'expliquer, j'avais l'impression d'être à Port-Royal, à parler à des gens qui ne comprenaient absolument pas de ce qu'ils retournaient. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on est en plein dedans. Mais ça, je ne vais pas vous le raconter. C'est Ignacio, Maurice et Sergio qui vont s'en charger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, bonsoir. Écoutez, je veux d'abord, bien sûr, féliciter notre ami Romain pour l'anniversaire des Deux Rives et le remercier d'avoir eu la gentillesse de m'inviter ce soir. Alors, c'est vrai que le monde multipolaire, les latino-américains y ont largement contribué à essayer de le construire. Il n'est pas construit, bien entendu, mais on se retrouve aujourd'hui, notamment depuis le 24 février de l'an dernier, depuis le début du conflit en Ukraine, avec un monde qui est de nouveau fracturé, très nettement fracturé. Il l'était déjà pour des raisons économiques et politiques, mais maintenant c'est tout à fait visible. On sait par exemple que la plupart des pays d'Afrique, comme la plupart des pays d'Amérique latine, n'appliquent pas les sanctions que les États-Unis, les pays de l'OTAN veulent appliquer à la Russie. Et ils sont indifférents. Je pense que le chef d'État qui représente le plus cette attitude de non-soumission au diktat des sanctions contre la Russie, c'est Lula, par exemple, hein, dont vous avez d'ailleurs remarqué dans les médias récents, on en parlait récemment avec Maurice, que les articles qui commencent à critiquer Lula se multiplient dans la presse, y compris dans la presse française. Lula n'est plus le personnage sympathique qu'il était il y a 20 ans, quand il est arrivé pour la première fois au pouvoir. Maintenant, c'est quelqu'un qui, finalement, semblerait comprendre le président Poutine, semblerait établir une sorte d'équidistance ou d'équivalence entre les thèses de la Russie et les thèses de l'OTAN. Donc c'est beaucoup moins sympathique. Mais la réalité, c'est que le monde, effectivement, est fracturé et l'Amérique latine, avec quelques exceptions, mais globalement, n'applique pas ces sanctions. Il faut rappeler que, par exemple, le président Chavez, qui était, vous vous en souvenez, arrivé au pouvoir, avait été élu pour la première fois en 1999, lorsque Chavez a entrepris toute une réflexion sur ce que devait être une politique internationale de l'Amérique latine, dans un projet bolivarien, dans un projet en particulier d'intégration latino-américaine, Chavez a pris des initiatives, d'abord de faire des sommets Amérique latine-Afrique,
ou Amérique latine, monde arabe, ce qui s'était jamais fait. Amérique latine, Afrique, Lula également l'a fait. A fait des sommets Brésil, Afrique. Et comme Chavez avait fait Venezuela, monde arabe, dans la perspective de réussir à le faire avec l'Amérique latine. Donc il y avait cette tendance. Il va de soi que Cuba a cette même attitude depuis fort longtemps. Hein. Lula n'est pas le seul président qui ait pris cette initiative. Par exemple, Cuba est une très grande puissance diplomatique. Hein. Récemment, lors de la conférence qu'a organisée le président Macron sur le monde financier et le sommet à la fois financier et écologique où il y avait la présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, vous avez remarqué que Macron, qui présidait la conférence, avait à sa gauche, ici, là où est Romain, avait le président cubain, Diaz-Canel. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait Diaz-Canel à la présidence de la conférence? Non pas parce que Diaz-Canel est le président de Cuba uniquement, mais parce qu'en ce moment, Diaz-Canel est le président de la présidence tournante, mais pour cette année 2023, du groupe de 77 plus Chine. Le groupe 77, c'est ce qu'on appelait avant le tiers-monde. D'ailleurs, ils ne sont pas 77. Le nom, le groupe 77 a été conservé, mais ils sont aujourd'hui 134 pays. 134 pays plus la Chine. Ça veut dire toute l'Amérique latine, toute l'Afrique, une grande partie de l'Asie, donc qui sont rassemblés dans une perspective d'avoir des positions communes ou des positions de résistance à l'égard du monde développé. Il peut y avoir des différences. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ces trois cas que je viens de citer, Cuba, Venezuela, Brésil, ont pris depuis longtemps des initiatives pour ne pas rester isolés et pour participer à la rupture de ce monde unipolaire que les États-Unis avaient essayé de construire après la chute de l'Union soviétique, après la fin de l'Union soviétique et du monde communiste, en particulier les pays socialistes d'Europe. Et autre chose aussi importante sur cette construction d'un monde multipolaire à laquelle les Latino-Américains aimeraient participer, Lula, par exemple, d'une des initiatives qu'il a prises récemment, il a fait une sorte il a appelé ça une conférence retraite, une retraite pour les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Vous vous souvenez, il y a à peine un mois, à peu près un mois, il a fait une conférence internationale, un sommet international, avec la participation de tous les chefs d'État d'Amérique du Sud, c'est-à-dire ce qui se trouve au sud de Panama, n'est-ce pas, avec tous les chefs d'État, excepté la chef d'État péruvienne, qui n'est pas venue parce qu'il semble que la constitution péruvienne ne permet pas au chef d'État ou à la chef d'État de quitter le pays, et c'est le Premier ministre qui était venu à cette conférence. À l'exception de ce Premier ministre, il y avait tous les chefs d'État représentés, y compris de la Guyana et du Suriname, qui sont souvent un peu oubliés. Et quel était l'objectif de cette conférence de la part de Lula? Lula disait précisément l'Amérique latine, en particulier l'Amérique du Sud, ne compte pas assez, ne pèse pas assez dans l'ensemble du fonctionnement mondial aujourd'hui, ne pèse pas assez. Il faudrait se constituer, non pas finalement comme une organisation, disons, très stricte, très serrée, très conventionnelle, mais tout simplement essayer de créer quelque chose, c'est très intéressant et très humble, je dirais, de la part de Lula, quelque chose qui ressemblerait à l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, vous savez? C'est-à-dire que les Africains, disait Lula, sont mieux organisés que nous parce que l'OUA fonctionne comme organisation qui représente l'ensemble des pays d'Afrique et pèse à cet égard dans, disons, le concert international, puisque quand le président de l'OUA s'exprime, il s'exprime au nom de l'ensemble des pays africains. Et nous, on n'a pas ça en Amérique latine, malgré notre
longue histoire de tentatives d'intégration, d'unification, malgré les diverses organisations qui existent, comme l'UNASUR et notamment plus récemment la CELAC. Donc il y a aujourd'hui en Amérique latine une recherche d'un instrument, la constitution d'une sorte de cadre diplomatique qui permettrait à l'ensemble de l'Amérique latine, en tout cas indépendamment des différences idéologiques. Lula a fait une allusion très précise à ce sommet, par exemple. Il y avait bien sûr des dirigeants de gauche, et il y avait le président Maduro, par exemple. C'était la première fois que le président Maduro, depuis quelque temps, depuis quelques années, assistait à une conférence internationale. Lula s'est fait, comme vous savez, très critiqué pour avoir accepté la présence du président Maduro, mais il y avait aussi le président Lasso d'Équateur, n'est-ce pas, qui représente tout de même une ligne extrêmement droitière, ou le président de l'Uruguay également. Donc, l'idée de Lula, c'était indépendamment de nos différences idéologiques, agissons comme un groupe, finalement, qui défend des intérêts communs. Donc l'Amérique latine, aujourd'hui, essaie de trouver sa place dans ce monde, en quelque sorte, disons, la guerre en Ukraine, la fracture du monde à laquelle nous assistons aujourd'hui. Le monde géopolitiquement a changé. Ce n'est plus ni le monde d'après la Seconde Guerre mondiale, ni le monde d'après les colonisations, ni le monde d'après la chute de l'Union soviétique. Nous sommes dans une nouvelle étape. Il est clair que cette nouvelle étape, par exemple, chacun l'a constaté lors des crises, les deux crises que vient de vivre l'humanité, la crise de la Covid et la crise de l'Ukraine, que les Nations Unies n'ont pas été à la hauteur. Les Nations Unies ne fonctionnent plus comme une organisation capable finalement d'imposer un cadre qui pourrait s'appliquer. Il est clair aujourd'hui qu'après la guerre d'Ukraine, il faudra, d'abord c'est une guerre il faudra qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, il y aura des négociations bien entendu, mais nous irons après cette guerre vers la définition d'un nouveau cadre international. Comme après la Seconde Guerre mondiale, on est allé vers la définition d'un nouveau cadre international avec la création des Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies vont se maintenir comme elles sont? Le Conseil de sécurité, comme vous savez, les 5 États permanents du Conseil de sécurité, où il n'y a aucun latino-américain, ne pourra pas se maintenir. Parce que soit la Russie l'emporte en Ukraine, et à ce moment-là, elle fera sortir du Conseil de sécurité les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, soit l'OTAN l'emporte et la Russie quittera le Conseil de sécurité. Donc le Conseil de sécurité ne pourra pas être maintenu. Et ce sera l'occasion, bien entendu, de redéfinir qui doit être membre permanent si on maintient l'idée de membre permanent. Et il n'est pas normal que l'Inde n'y soit pas, il n'est pas normal que le Nigeria n'y soit pas, il n'est pas normal que le Brésil n'y soit pas, que le Mexique n'y soit pas, etc. Autre instance internationale, on termine avec ça, parce que c'est que quelques mots, autre instance internationale qui se développe beaucoup aujourd'hui et où la présence latino-américaine est très importante, c'est les BRICS, qu'on appelle les BRICS. N'est-ce pas? On sait aujourd'hui que les BRICS, qui sont précisément, pour certains d'entre eux, présents au Conseil de sécurité comme membres permanents, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, mais les BRICS, c'est, comme vous savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, le prochain sommet des BRICS a lieu, si je ne m'abuse, en août prochain à Pékin, et il y a 19 pays qui demandent à faire partie des BRICS. Et parmi ces pays, il y a l'Argentine, il y a le Venezuela, il y a l'Algérie, il y a l'Iran, il y a l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite, enfin, il y a toute une série de pays qui veulent avoir un rôle important et l'Amérique latine va pouvoir compter. Il n'y a pas le Mexique, curieusement. J'imagine que la relation particulière que le Mexique a avec les États-Unis dans le cadre des accords de l'ALENA font que, sans doute, le président est prudent à l'heure d'aller vers une alliance géopolitique qui peut être perçue, et en tout cas qui est perçue
par les États-Unis comme une alliance qui pourrait faire contrepoids à leur propre puissance. N'oublions pas que la Chine, par exemple, il y a 20 ans, en 2020, la Chine n'avait de relations commerciales dominantes qu'avec 2 pays d'Amérique du Sud, le Paraguay et Cuba. Aujourd'hui, c'est avec plus de la moitié de l'Amérique du Sud que le principal partenaire économique est la Chine. Et la Chine est le premier partenaire économique de l'Amérique latine, devant les États-Unis, en 20 ans. Donc la Chine a maintenant un rôle très important au moment où nous parlons. Comme vous savez, si vous avez lu la presse, hier, l'Argentine a payé une partie, a rendu une partie du crédit qu'elle doit au Fonds monétaire international pour la première fois de l'histoire en yuan. Elle n'a pas payé en dollars. Elle a payé 1 milliard de l'équivalent dollar, mais en yuan. Et le FMI l'a accepté. Et donc, ça veut dire, voilà une preuve précisément que l'Amérique latine essaie de s'insérer dans ce monde multipolaire avec une personnalité et que là aussi on peut, Maurice va parler de cette question, mais on peut espérer que la dizaine ou la douzaine de pays qui sont aujourd'hui pilotés par la gauche en Amérique latine, n'oublions pas que les 6 principales économies d'Amérique latine, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, le Chili, la Colombie, le Pérou, sont aujourd'hui gouvernés par des gouvernements de gauche. Et donc c'est une occasion qui se présente de pouvoir précisément constituer, il y en a d'autres bien sûr, mais je parle des principales économies, et donc c'est l'occasion de constituer un bloc qui pourra peser dans ce monde qui est en train de se redéfinir pour que l'Amérique latine ait enfin une voix qui soit à la hauteur de ce que l'Amérique latine représente dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, Ignacio, de nous donner ce panorama global. On va un peu peut-être affiner avec nos prochains intervenants. Mais effectivement, tu parlais du paiement du FMI en yuan. Pour l'Argentine, l'Argentine commence à commercer en yuan, le Brésil aussi, le Venezuela cherche à se connecter au système de paiement interbancaire MIR, donc le système russe. Donc il y a Cuba aussi. Cuba aussi. Donc il y a une voie vers la dédollarisation en tant que monnaie hégémonique. Et dans ce nouveau monde multipolaire, il y a un géant qui s'est réveillé il n'y a pas longtemps, c'est le Mexique. Alors, ça a été, Ignacio t'a questionné, peut-être tu vas nous apporter des éléments de réponse. Nous passons à Sergio Avalos, qui est analyste politique et membre de Morena, le parti du président López Obrador. Merci beaucoup Romain pour l'invitation déjà, toutes mes félicitations pour l'anniversaire du RIV. Et en fait aujourd'hui il y a beaucoup de choses à fêter parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, 1er juillet, ça fait exactement 5 ans que Andrés Manuel López Obrador a gagné les élections au Mexique. Bravo! Donc le peuple mexicain est en train de fêter ça aujourd'hui. On va peut-être aussi le fêter. On va en profiter pour fêter aussi ici à Paris. Et c'était vraiment un réveil, mais en fait c'était le résultat des luttes, d'années et d'années de luttes. Et j'ai eu en fait, pour la petite anecdote, j'ai eu l'opportunité un peu par hasard d'être là le jour de l'élection et de participer sur une table à compter une partie des voix. Et je peux vous dire qu'on avait énormément de doutes parce qu'on avait déjà subi je ne sais pas combien de fraudes
et la répression qui va avec. Et on savait que, comme disait Monterroso, et c'est une métaphore qu'on utilisait beaucoup au Mexique, le dinosaure était encore là. Et après chaque élection, en fait, les Mexicains ont utilisé cette métaphore du dinosaure de Monterroso pour dire, mais comme on se réveille et le dinosaure est encore là. Et on avait vraiment peur que le dinosaure soit toujours là. Et quand ce jour-là, vers 20h du soir, donc assez tôt finalement, parce qu'on s'attendait à avoir des résultats au milieu de la nuit, mais vers 20h, le représentant du parti révolutionnaire institutionnel, oxymoronique PRI, est paru à la télé pour dire « on a perdu ». Là, personne n'y croyait. Franchement, c'était, il y avait tellement de joie et en même temps, on avait du mal à le croire. Donc, c'est l'histoire du pays a vraiment basculé. Et avec elle, l'histoire aussi de la politique extérieure mexicaine, qui a été une dynamique de changement et de continuité, et qui n'a été à l'abri non plus de contradictions et d'ambiguïtés, et surtout, vous imaginez bien, des pressions aussi bien extérieures qu'intérieures. Vous connaissez tous cette phrase d'un ancien dictateur mexicain qui avait dit « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Ben, la phrase, elle est toujours juste d'ailleurs. Non, fue Porfirio Díaz. C'était Porfirio Díaz. Non, Juárez, c'était pas le dictateur, mais c'est Porfirio Díaz qui a dit ça. Bon, la phrase est juste, même si c'est un dictateur qui l'a dit. En fait, c'est vrai que, en plus, l'histoire du Mexique est particulièrement compliquée et parfois complexe à comprendre, parce que même si on a vécu pendant 70 ans, 80 ans sous je sais pas, comme un système de parti hégémonique, c'est-à-dire ce n'était pas un parti unique, mais c'était un parti qui gagnait les élections à chaque fois, toutes les élections. Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. Il y a un romancier mexicain qui a écrit un roman qui s'appelle El Gran Solitario de Palacio, qui est paru en Argentine pour la première fois à cause de la censure, et où il parlait d'un système où c'était en réalité un dictateur qui subissait une chirurgie tous les 6 ans. Ben, c'était un peu ça. Mais sauf qu'avec la chirurgie ou le changement physique du dictateur, changeait aussi quand même un peu sa personnalité. Donc, et la politique extérieure du Mexique changeait aussi un petit peu avec ça. Et donc du coup, il y avait des situations complètement paradoxales, comme dans les années 70, où le président mexicain recevait tous nos frères et sœurs qui venaient du Chili, de Cuba. D'ailleurs, la révolution cubaine est partie du Mexique, et le gouvernement mexicain était au courant de tout ça. Ils arrivaient au Mexique, et le même président qui donnait l'asile à nos frères qui fuyaient les dictatures, tuait la guérilla, et n'importe quelle révolte, la révolte étudiante, etc., etc. Donc c'est juste pour vous donner une idée des ambiguïtés qu'il a pu y avoir dans certaines parties de l'histoire du Mexique. Le Mexique qui est
toujours d'ailleurs observateur dans le groupe de pays non alignés. Hein. Et donc qui avait une doctrine en diplomatie qui s'appelle la doctrine Estrada, qui date de 1930, qui prenait la non-intervention dans les affaires des autres pays. Et c'est une doctrine qui a été assez suivie quand même jusqu'à l'an 2000, où il y a eu quand même une alternance négociée avec la droite du pays, et arrive au pouvoir un personnage qui s'appelait Vicente Fox. Et en fait, d'ailleurs, ça se termine avec une anecdote avec Cuba, où il était question que Fidel Castro participe à une rencontre internationale au Mexique, et le président Fox lui aurait dit « Écoute, tu viens, mais tu manges et tu dégages ». Ça a fait toute une histoire. Il y a une chanson très drôle aussi que vous pouvez trouver, « Come si te vas ». C'est devenu vraiment l'anecdote. Mais depuis 1988, même 6 ans auparavant, je dirais, on a aussi de gouvernements, de gouvernements néolibéraux au Mexique. Donc on a vécu tous les changements comme au Chili dans la législation pour faire en sorte que tout le monde devienne plus ou moins petit entrepreneur, etc. Mais avec l'arrivée au pouvoir d'Andrés Manuel López Obrador, il y a eu vraiment un changement. Même si au départ, il avait dit la meilleure politique extérieure est de faire une bonne politique dans notre propre pays. Ça, il a dit ça pendant qu'il était en campagne. Et tout de suite, ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ils ont commencé à dire oui, il ne veut pas se mêler de politique internationale parce que c'est un ignorant, parce qu'il ne parle pas anglais, parce que ses chaussures sont sales et parce qu'il n'a pas le niveau. Voilà, c'est le même niveau, j'imagine, au Pérou. Enfin bon. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que faire un bon travail au Mexique, au niveau intérieur, pour s'occuper justement des classes populaires, redonner la force au peuple, ça pouvait faire un bon exemple pour le reste des pays de l'Amérique latine. Je pense que c'est ça le sens de sa phrase, et je vais essayer, je vais aller un peu plus vite, mais je pense qu'il a, par ses actions, c'est ce qu'il a essayé de montrer. Donc il a, même un peu avant sa prise de pouvoir, parce qu'il y a aussi un décalage entre les élections et la prise de pouvoir, il a pu participer à la renégociation de l'ALENA et donc grignoter un peu, empêcher les Américains et les Canadiens de faire ce qu'ils voulaient. Il a récemment réussi à racheter à Repsol une bonne partie de l'industrie électrique, ce qui a été considéré comme une nouvelle étatisation de l'industrie électrique qui avait été plus ou moins privatisée par les gouvernements néolibéraux. Et puis il y a la question de l'influence qu'il exerce, qu'on appelle au Mexique l'obradorisme, qui est pour moi une philosophie politique en construction, au travers, par exemple, des politiques sociales. Ces politiques sociales qu'on applique au Mexique, il a essayé il a proposé de les appliquer, par exemple, en Amérique centrale et en Honduras. Ils sont déjà en la 12e étape. Il y a des politiques de réactivation à travers l'Agence mexicaine de coopération. Donc il y a par exemple la politique qui s'appelle Semer la vie, pour aider 10 000 producteurs agricoles honduriens qui vont recevoir du soutien économique et en nature et en formation.
Il y a les jeunes qui construisent l'avenir, c'est aussi des emplois aidés qui vont aider aussi 10 000 jeunes honduriens. Donc il y a une politique d'aide à l'Amérique centrale aussi pour, dans l'idée que s'ils peuvent travailler chez eux, ils ne vont pas avoir besoin de traverser le pays pour essayer d'aller aux États-Unis. Et puis, il y a les alliances avec les pays de l'Amérique latine. C'est vrai que, à cause de relations, de rapports avec les États-Unis, c'est toujours un travail de funambule. Hein. Il faut toujours faire très attention à la manière de négocier. Mais il a dit dans une réunion de la CELAC, au moment où le Mexique était le président, il a avancé la proposition. Il a dit ni plus ni moins que de construire quelque chose de similaire à l'Union européenne, mais en respectant notre histoire, notre réalité et nos identités. L'idée, c'est de remplacer l'organisation d'États américains, parce que ça, c'est aussi toute une histoire, par un organisme qui ne soit le laquais de personne. Donc, je pense que c'était quand même assez clair. Et pendant la pandémie, le pays a reçu le médecin cubain. Après, on peut être ou pas d'accord avec les histoires de vaccins, mais dans une politique d'ouverture, on a reçu et appliqué le vaccin cubain, chinois. On a essayé de négocier aussi avec les Russes. Je ne sais pas finalement si ça a été appliqué. Si ça a été appliqué, on me confirme. Donc, on est allé au-delà et malgré les critiques, on s'est ouvert à la participation de tout le monde. Le président Maduro a participé au fait de l'indépendance récemment, comme le président cubain d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a rappelé à 2 reprises, il me semble, que Cuba devait être considéré comme la Nueva Numancia. Donc cette cité qui a résisté au roman pendant longtemps et il a essayé aussi de renforcer, il a refusé de transmettre la présidence de l'Alliance Pacifique à Dina Boluarte et il n'a pas reconnu le gouvernement de Dina Boluarte. Et je termine très rapidement par quelque chose qui n'est pas disons, de la diplomatie traditionnelle, mais qui me semble quand même important. Au travers de las mañaneras, ces conférences matinales qu'il fait tous les jours, du lundi au vendredi à 6 h du matin, il me semble. 7 h. Il a fini par devenir le 6e streamer le plus regardé d'Hispano-Amérique. Hein, étant un vrai influenceur. Et là, je pense que c'est quand même très important. Et on l'avait déjà raconté, mais je l'ai vécu personnellement lors de le défilé du 1er mai, quand plusieurs frères et sœurs péruviens, équatoriens sont venus me voir et me dire « Moi, je n'ai jamais été au Mexique, mais je regarde tous les jours la mañanera. » Parce que là, il fait un vrai travail pédagogique. Il explique de la manière la plus claire possible comment les néolibéraux ont entravé le pays, comment ils se débrouillent pour essayer d'enfoncer les pays, tous les pays de l'Amérique latine. Et je pense que c'est un vrai travail d'influenceur qui cherche à redonner l'espoir et la confiance au peuple. Ça permet d'expliquer ces politiques et de faire des prises de position très rapides. Et je pense que c'est aussi un instrument très important. Et d'ailleurs, Ricardo Belmont, je crois, c'est un journaliste péruvien, disait une fois dans un entretien qu'il avait conseillé à Castillo de faire des mañaneras, mais il n'a pas voulu le faire. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Mais bon, en tout cas, c'est un moyen de contourner toute la presse, les groupes de presse qui
vous connaissez bien ça aussi en France, n'arrête pas d'envoyer des messages, des faux messages contre les intérêts du peuple. Merci beaucoup. Merci Sergio. Alors tu nous as emmenés au Mexique, là, tout en haut de l'Amérique latine, et on va pouvoir redescendre et faire un voyage avec Maurice qui va nous emmener dans plusieurs pays d'Amérique latine. À toi Maurice. 5 au Paris Match. Écoutez, je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, mais moi, si j'étais journaliste, j'aurais quand même accordé une certaine importance, mais peut-être même une page ou un gros titre, à une déclaration de Donald Trump. Vous savez qui c'est, en gros? Une déclaration qu'il a faite le 10 juin 2023. J'ouvre les guillemets. Quand je suis parti, le Venezuela était près de s'effondrer. Nous l'aurions pris. Nous aurions obtenu tout ce pétrole. Nous l'aurions eu juste à côté, mais maintenant, nous devons acheter ce pétrole au Venezuela. C'est Trump. C'est-à-dire qu'en gros, tout le discours que vous avez entendu, mais que nos compatriotes, nos amis, nos copains, nos camarades, nos collègues ont entendu, sur la défense de la démocratie, la défense des droits de l'homme, le rôle important pour la défense de la démocratie. On change de micro, ça commence bien. C'est comme au Tour de France, il y a toujours un vélo. Et il marche ton micro, là? Allô, allô. Ça marche, mais ça manque un peu de son, non? 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Si vous ne m'entendez plus, vous faites signe. Oui, donc tout le discours sur la défense de la démocratie au Venezuela contre l'horrible dictature de Nicolás Maduro était évidemment complètement bidon, puisque Biden lui-même l'admet. Mais je vous l'ai dit, ça c'est si j'étais journaliste. Et je trouve que je ne travaille pas à Libération, puisque Libération, ce qui le passionne en ce moment, c'est Lula, le faux ami des Occidentaux. Ce qui passionne Le Monde, quotidien que d'aucuns considèrent de centre-gauche, c'est au Brésil l'image ternie de Lula. Et alors quand même, comme je suis un peu curieux, je suis abonné au Monde, je ne suis pas abonné à Libé, hein, il y a des limites à l'absence de limites. Ce qui gêne Libé, c'est que son retour sur la scène internationale a pourtant déçu avec des positions éloignées de celles des Européens et des Américains. C'est-à-dire qu'en gros, j'invente rien, hein, c'est ce qu'on appelle le chapeau, c'est-à-dire ce que vous allez retenir si vous n'avez pas le courage de lire tout l'article. Et puis pour Le Monde, je veux dire en 3 lignes, en 6 lignes, on élimine vite fait. Lula a néanmoins tenu à satisfaire sa base et à relancer les programmes sociaux. Bon, ça c'est pas très important, on s'en fout. Les tentatives ambiguës de médiation dans le conflit Ukraine-Russie, bien sûr. Et puis, alors surtout quand même, la réception sur tapis rouge du président vénézuélien Nicolás Maduro à Brasilia, en plein sommet régional, a déplu. Voilà, a déplu à qui? On ne sait pas, mais ça a déplu. Bon. Alors, Lula, lors du sommet qu'a évoqué Ignacio, sommet des chefs d'État fin mai 2023 à Brasilia, le 30 mai, sommet sur l'intégration régionale, Lula a reçu les présidents d'Amérique du Sud. Lula, la première chose qu'il a faite quasiment en rentrant, c'est de rétablir les relations diplomatiques avec le Venezuela. De même que le président Gustavo Petro en Colombie a rétabli les relations diplomatiques avec le Venezuela, a reçu à plusieurs reprises Nicolás Maduro. Et Lula a eu l'impudence, au cours de ce sommet, de défendre le Venezuela de Maduro, il est chaviste, en disant que tout le discours qui avait été prononcé sur ce pays depuis longtemps était une construction narrative. Et là, évidemment, quand même, il a poussé un tout petit peu, Lula, pour le dire. Et donc, il a été immédiatement critiqué par la droite, lui, le président uruguayen Luis Lacalle Pou. Il a été critiqué par Sergio Moro, vous savez, le juge qui a expédié Lula en prison, juge brésilien. Il a été critiqué très vertement par Maria Corina Machado, qui est une des dirigeantes de la droite radicale, pour ne pas dire d'extrême droite vénézuélienne. Il a été critiqué par le conseiller à la Maison-Blanche, Juan González. Et puis, il a été critiqué parce que chez McDonald's, on appelle l'employé du mois, c'est-à-dire Gabriel Boric, le président chilien.
pour cette prise de position. Parce que du point de vue de tous ces gens-là, du monde, de Libération, la construction narrative sur le Venezuela n'existe pas. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà cité, je m'excuse auprès des abonnés. Là, vous avez ici un article qui a été publié par l'Obs, qui est un hebdo de... je ne sais pas d'où. Ça a été de gauche. Hein. Je vous lis le titre. « Au Venezuela, soit tu tues, soit tu es tué. Confession d'un milicien de Maduro. » Et alors, je vais vous lire le gros chapeau. Ah, pour le coup, c'est un gros chapeau, mais ils sont donnés du mal, hein, l'Obs quand même. Donc, pour rencontrer Alfredo, il a fallu beaucoup négocier et, il faut bien l'avouer, un peu payer. 75 $. Une première dans une longue carrière de journaliste. Sans ce dédommagement, jamais ce quadragénaire n'aurait accepté de descendre de son barrio de Cotiza, ce quartier populaire de Caracas où il vit et sévit. 75 $. Une petite fortune quand on sait que le salaire mensuel moyen au Venezuela est de l'ordre de 15 $. Parfois c'est 5 $, hein, mais c'est pas grave. L'homme a besoin d'argent et sait que les témoignages comme le sien sont rarissimes. Pour l'approcher, il a fallu passer par un intermédiaire, un fonctionnaire de Cotiza le connaissant de longue date et en qui nous avions toute confiance. Alfredo est membre des Colectivos, ces forces paramilitaires qui sèment depuis des années la terreur dans le pays. Issus des mouvements de guérilla des années 70 et 80, ces groupements de civils surarmés ont été réactivés par Hugo Chavez, qui les a promus gardiens de la révolution bolivarienne. Ils étaient censés à l'origine faire respecter l'ordre, traquer les opposants et superviser les œuvres sociales. Ce sont aujourd'hui des bandes mafieuses sans foi ni loi qui volent, pillent, raquettent et tuent à l'occasion en toute impunité. Alors, je trouve que complètement par hasard, pour un site dominant, concurrent des deux rives, qui s'appelle Mémoire des luttes, deux corporations médiatiques importantes, il se trouve que le hasard fait que j'ai fait un reportage sur les collectivos. Hein, c'est sur un site qui s'appelle Mémoire des luttes, et ça s'appelle « Les collectivos vénézuéliens du fantasme à la réalité ». Alors vous allez me dire, mais enfin, comment t'as fait? T'as vu un peu le contexte? Ça a dû être terrible, ça a dû être... Ben non, non, excusez-moi, je ne suis pas un journaliste d'investigation à l'Obs. Je suis arrivé à Caracas, j'ai appelé un copain, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Thierry Deron, qui habite dans un quartier populaire à La Pastora, qui travaille au Venezuela depuis longtemps, dans les quartiers populaires, qui a monté une école de cinéma. Je lui dis, Thierry, je voudrais faire un reportage sur les collectivos, est-ce que tu peux me filer des contacts? Il m'a dit, Chéver, pas de problème. Et je veux dire, le lendemain, il m'a donné une liste de 10 numéros de téléphone à appeler. J'ai appelé les 10 numéros de téléphone, voilà, je m'appelle Maurice Lemann, je suis journaliste français, je voudrais vous rencontrer, est-ce que je peux venir? Donc pas de problème, je sais pas. Et j'ai visité une quinzaine de collectivos pour Mémoire des luttes. Et je suis tombé sur des mouvements sociaux, comme vous, sans doute, comme vous et moi. Enfin, moi, je suis journaliste du mouvement social, qui m'ont raconté leur histoire. Je ne suis pas tombé sur des givrés totaux. Je suis tombé sur des gens qui veulent défendre la révolution, mais qui font aussi du travail social dans les quartiers. Qui, comme dans tout groupe humain, j'ai tombé sur 2-3 excités, effectivement, sur qu'il faut surveiller quand même de près. Mais en réalité, tout ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous raconte l'Obs. Or, ce que racontait l'Obs à ses lecteurs, ses lectrices, c'est ce qui est proposé, est donné, à ingurgiter à ce qu'on appelle l'opinion publique depuis 20 ans, tous les jours. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle... Alors pour nous, c'est une difficulté parce que qui a été synthétisée par ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Je pense que vous la connaissez. Non, vous êtes le maillon faible. La loi de Brandolini, en anglais, c'est The Bullshit Asymmetry Principle. C'est-à-dire, j'ouvre les guillemets, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les conneries est largement supérieure à celle nécessaire pour les produire. Et en fait, l'Amérique latine est confrontée à ce problème, est confrontée très sérieusement à ce problème. Alors, ça a évidemment des conséquences. Ça a évidemment des conséquences, puisqu'il y a un bulldozer permanent, à tel point que, je vais prendre là encore un exemple, excusez-moi, je ne suis pas très organisé, en plus, Romain m'a pourri la journée en me disant que j'avais 10 minutes. Ça a des conséquences, à tel point que vous avez, encore Le Monde, hein, je suis désolé,
C'était quand ça? C'était le mercredi 3 mai 2023. On a un ex-député européen de gauche, vert. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire vert ou s'il faut dire kaki. Alain Lipiette. Alain Lipiette. Alain Lipiette, camarade président Lula, sauras-tu dire stop à Vladimir Poutine? Et on a cet ancien eurodéputé européen. Je pense qu'un jour, on fait le bilan de la carrière politique de Lula et la carrière politique de Alain Lipiette. On notera que Lula a sorti 30 millions de personnes de la pauvreté et que Lipiette, il a pris souvent de TGV, mais enfin bon, je suis peut-être un peu méchant, il a eu une carrière intéressante. Bon. Mais c'est quand même pas à Lipiette de donner des leçons à Lula, si je peux me permettre. Des conseils à Lipiette. Bon. Et puis, évidemment, tout ça, ça a des conséquences funestes dans la mesure où ce qu'on peut appeler toute cette propagande, elle est évidemment destinée à l'opinion publique en général, mais pour les forces conservatrices latino-américaines ou états-uniennes, l'objectif principal, c'est pas la droite. La droite, par définition, quand on lui parle de révolution bolivarienne, de révolution citoyenne en Équateur, de révolution en Bolivie, par définition, elle est contre. C'est vous, les cibles. C'est la gauche. C'est la gauche. C'est en s'adressant à vous qu'il faut réussir à casser les solidarités. C'est-à-dire qu'ici, on est un nombre imposant pour une journée comme celle-là, mais je me souviens, dans les années 80, lorsque les guerres civiles régnaient en Amérique centrale, je veux dire, la gauche remplissait comment s'appelle cette salle, Ignacio? À la Mutualité. C'était des milliers de personnes qui se mobilisaient pour défendre les Latino-Américains en lutte. On n'en est malheureusement plus là. On a perdu la bataille médiatique. Oui, ça va bien la mutualité, là. C'est une petite mutualité. On va dire que c'est une graine de mutualité qui va donner des... Bon. Mais non, ça a des conséquences extrêmement funestes. Je vais prendre là encore un exemple qui me tient à cœur. Je vais peut-être surprendre certains d'entre vous. On n'a pas le temps de faire du débat, de faire un grand débat. Vous savez que dans la troïka de la tyrannie, qui a été décrétée par John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, il y a Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Des trois, le méchant des méchants, c'est Daniel Ortega. Bon. Alors, je vais juste vous prendre un exemple, non pas pour vous convaincre que Ortega est gentil, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. On a un certain nombre de nos amis, de nos camarades ou nos ex-camarades de gauche. Ça va de Attac au NPA, en passant y compris par la France Insoumise, qui ont signé des pétitions pour dénoncer la dictature au Nicaragua. Je vais prendre des exemples. Il y a eu un premier texte, le 29 juillet 2018. Solidarité avec le mouvement populaire au Nicaragua. Je lis, je fais évidemment un petit extrait. Selon l'Association nicaraguayenne pour les droits humains, l'ANPDH, la police nationale et les paramilitaires ont assassiné 448 personnes. Quelques 500 opposants ont été enlevés. La majorité d'entre eux sont considérés comme disparus. Une dénomination qui renvoie aux pires heures des dictatures en Amérique centrale et du Sud. C'est terrible, hein? Même pour nous. Vous entendez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au Nicaragua? 448 morts, 500 disparus. Bon. Il se trouve que les mêmes, je ne donne pas les noms, d'abord, je ne suis pas une balance, deux, je ne suis pas là pour leur porter préjudice, j'aimerais les convaincre surtout. Les mêmes, exactement les mêmes, en 2022, donc on va dire 3 ans plus tard, signent un texte. Et alors là où on avait 448 morts, il y en a plus que 355. Bon. Et puis, les disparus ont disparu. Alors, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Mais ça tente à prouver quand même qu'on a un certain nombre de nos amis, ex-amis, camarades, ex-camarades, etc., qui signent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on leur donnerait 3000 morts, ils signeraient 3000 morts. Bon. Dans le cas présent, c'est particulièrement intéressant parce que l'association qui était à la base de ces chiffres, la ANPDH, est une association dite de défense des droits de l'homme, nicaraguayenne. Et il se trouve qu'en 2019, la cúpula, comme on dit la cúpula en français, le bureau directeur de la NPDH a convoqué une conférence de presse à Managua. Et ils ont dénoncé leur directeur qui venait de se tirer avec $500 000 au Costa Rica. Et ils ont dit, voilà, dans les $500 000 qu'il a embarqués, il y a $300 000 qui venaient de la New Endowment for Democracy, la NED, la Nouvelle Fondation pour la démocratie, qui, pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine, est un organisme qui a remplacé la CIA pour financer les oppositions, les ONG, les médias, etc., etc., etc. Il est parti avec $300 000 et
a ajouté ces représentants de l'association. En 2018, nous avons volontairement augmenté le nombre des victimes d'Ortega pour recevoir davantage de subventions. C'est sur YouTube, hein. Et c'est sur YouTube. Et c'est terrible, parce que c'est nos amis qui signent ça. C'est nos amis qui signent ça. Et c'est ce qui permet de mettre un pays, le Nicaragua, au banc. Alors je ne dis pas que la politique d'Ortega est parfaite, on peut avoir des critiques, on peut avoir un vrai débat. Mais pas comme ça. Por favor, pas comme ça. Bon. Alors là, on est dans l'idéologie des droits de l'homme qui est dépouillée de toute contextualisation, qui est administrée par des ONG qui sont souvent domestiquées à travers les financements de la coopération internationale. Hein. Et c'est un peu ce que dénonçait Rafael Correa, hein, qui a été confronté à pas mal d'ONG en disant aujourd'hui, tous les politiciens perdants se réfugient dans ces ONG, reçoivent des financements extérieurs et font la politique qu'ils ne peuvent pas faire par des surnoms. Je note au passage que ces pétitions pour la libération des prisonniers politiques au Nicaragua, d'ailleurs moi je ne suis pas contre, hein, je veux dire les gens en prison ça m'a jamais emballé, mais j'ai vu passer aucune pétition des mêmes pour demander de la libération de Pedro Castillo. Nada. Il y a eu une pétition sur change.org qui a 536 signatures, là pour le coup de gens comme vous et moi, mais des leaders connus de la gauche, de nos amis de gauche, ça n'existe pas. Je suis déjà dépassé 1000 minutes, non ? Il t'en reste 10. Ah oui. Non, je me dépêche. Hein. Bon, bref, cela étant, bon, Lula, il a répondu aux critiques. Hein. Il a dit d'abord que le sommet régional, ce n'est pas un groupe d'amis, et que l'objectif principal, c'était de reprendre l'intégration sud-américaine. Et donc, l'Argentine et le Brésil ont annoncé leur retour dans l'Union des Nations sud-américaines, qui a été créée par par toute cette gauche hein, qui a été au pouvoir dans les années 2000. Dont se sont retirés, de l'UNASUR s'était quand même retiré des gouvernements de droite de l'Uruguay, du Paraguay, du Chili, de la Colombie, de l'Équateur. C'est-à-dire qu'en fait, dès que la droite est revenue au pouvoir, elle a complètement saboté les organismes d'intégration qui étaient en place. Alors si j'avais l'occasion de revoir Lippiette, je l'ai vu une fois à l'occasion d'un débat sur le Venezuela, j'ai décidé que je ne le reverrais pas. Ce n'était pas vraiment un débat, j'étais de la Libye démocratique, mais c'était un tribunal contre le Venezuela. Mais si je le voyais, donc je lui dirais que la position de Lula, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle n'est pas nouvelle. Alors déjà, pendant la dictature militaire au Brésil, pour vous situer l'importance du Brésil, une déclaration attribuée à Richard Nixon disait que là où va le Brésil, va l'Amérique latine. Hein. D'où l'importance de Lula et donc d'où l'intérêt que commencent à lui porter nos amis de la pensée conforme. Mais le Brésil se distinguait déjà sous la direction de Lula en tant que leader d'un bloc des pays en marge de l'influence de Washington lorsque George Bush était au pouvoir. Hein. George Bush a invité le Brésil à se joindre à la guerre contre l'Irak. Et déjà à l'époque, Lula avait dit non. Hein, c'était pas l'Ukraine, c'était l'Irak. Lula à l'époque avait répondu que sa guerre en était une autre, c'était la guerre contre la faim. Il n'avait pas accepté de rejoindre la guerre contre l'Irak, non seulement parce qu'il était contre les guerres, mais aussi parce qu'il n'acceptait pas l'accusation selon laquelle l'Irak possédait des armes de destruction massive, ce qui évidemment s'est révélé parfaitement exact. Alors il y a en ce moment, il y a une lutte de titans sur le continent américain, hein, entre les États-Unis, position dominante, hégémonique, traditionnelle, et puis les gouvernements latino-américains qui tentent d'échapper à cette domination. Le déclin des États-Unis dans la région, il est clair. Hein. Même lorsque, ponctuellement, ils arrivent à renverser le cycle progressiste, ils ont réussi, effectivement, dans un certain nombre de cas. Mais les facteurs de distanciation, ils sont devenus évidents, en particulier à l'occasion du 9e sommet des Amériques qui s'est déroulé à Los Angeles du 6 au 10 juin 2022, déjà, hein, c'était 2022. Le gouvernement de Biden, dont on espérait d'ailleurs qu'il serait différent de celui de Trump. Mais bon, il nous arrive de nous tromper, nous aussi. Donc Biden qui organisait le sommet a exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, et en signe de protestation, les présidents mexicains, AMLO, Luis Arce de Bolivie, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, se sont abstenus. C'était déjà un premier signe. Et puis si on prend là tout récemment, vient d'y avoir le 26 juin, le 23 juin, la 53e Assemblée générale de l'Organisation des États américains, l'OEA, hein, vous savez, c'est le paravent de Washington, s'est terminé absolument sans accord, avec l'absence des ministres des Affaires étrangères de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, du Honduras et du Mexique.
C'est-à-dire que l'OA est maintenant quasiment boycottée, indépendamment du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua qui en sont partis, elle est boycottée par une grande partie de l'Amérique latine. Alors, il y a évidemment une contre-attaque des États-Unis qui ne tiennent pas à perdre le contrôle. Et alors, parfois, on se demande, mais qui est le secrétaire d'État des États-Unis? Vous savez, le secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères. Théoriquement, c'est Anthony Blinken. Sauf que le personnage qu'on voit le plus souvent en Amérique latine, c'est une femme, c'est Laura Richardson, qui est générale 4 étoiles, et qui est la chef du Southern Command, le commandement sud de l'armée des États-Unis. En avril 2023, elle était en visite officielle en Argentine. Elle a rencontré le ministre de la Défense, elle a rencontré un général qui s'appelle Jorge Tayana, et c'est intéressant parce que c'était le chef de l'état-major interarmé lorsque l'Argentine est impliquée dans le projet d'intervention militaire multilatérale au Venezuela. Donc Laura Richardson est allée le rencontrer là, en avril 2023. Elle a visité le Chili, c'était sa deuxième visite en moins d'un an. En mai 2023, donc le mois dernier, enfin en réalité, non, il y a 2 mois, elle était en Colombie où elle était reçue par Gustavo Petro. Elle était déjà en visite en Colombie en novembre 2021. Elle était déjà en Colombie en septembre 2022. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous parle de la générale Laura Richardson? Ben, c'est parce qu'elle aussi, comme Donald Trump, elle s'est fait remarquer. Je ne sais pas comment il se débrouille pour se faire remarquer en permanence. Elle a fait devant le groupe de réflexion du Conseil de l'Atlantique, elle a fait une déclaration, enfin elle a fait une conférence le 21 janvier 2023, où elle a expliqué le rôle du Southern Command, le rôle des États-Unis, la vision des États-Unis sur l'Amérique latine. Et là encore, j'ouvre les guillemets, avec toutes ces richesses en ressources et en éléments de terres rares, vous avez le triangle du lithium nécessaire à la technologie d'aujourd'hui. 60% du lithium mondial se trouve dans le triangle du lithium Argentine, Bolivie, Chili. Une autre raison importante, c'est la concentration de la plus grosse réserve de pétrole, dont celle découverte au large du Guyana il y a plus d'1 an. Vous avez, elle dit, hein, là je suis en train de vous raconter ce qu'elle dit. Vous avez aussi les ressources du Venezuela avec du pétrole, du cuivre, de l'or. Elle a souligné également l'importance de l'Amazonie, les poumons du monde, 31% de l'eau douce du monde dans cette région. Cela a beaucoup à voir avec la sécurité nationale des États-Unis et nous devons commencer notre match. Bon, donc ne vous faites pas d'illusions, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Je ne sais pas si je continue ou si... Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Oui, alors juste un point de détail, comme disait l'autre. On a parlé beaucoup du Pérou, on a nos amis péruviens qui sont ici, on a nos amis équatoriens qui sont ici. Enfin, on a que des amis ici, remarquez, c'est bien, c'est tranquille. Non, on a parlé de la destitution de Pedro Castillo le 7 décembre 2022, quand il a été arrêté, emprisonné. Et pendant le cours des événements, pendant qu'on était en train d'essayer de le destituer, l'ambassadrice américaine états-unienne à Lima, qui s'appelle Lisa Kenna, avait admonesté Castillo. Elle lui avait dit « Les États-Unis demandent instamment au président Castillo de revenir sur sa tentative de fermer le Congrès et de permettre aux institutions démocratiques du Pérou de fonctionner conformément à la Constitution. » Et évidemment, pas un mot sur ce qui avait précédé, c'est-à-dire en fait l'agression permanente de la droite fujimoriste contre Castillo. Il se trouve qu'en Équateur, le président Guillermo Lasso, le président néolibéral, vient de fermer le Parlement. Dans des conditions un peu particulières, j'y reviendrai en 2 mois après, mais il a fermé le Parlement. Bon. Dans des conditions littéralement, vous savez, je m'en étrangle, c'est vous dire. De manière anticonstitutionnelle, parce qu'en fait, dans l'article 148 de la Constitution, il eût fallu qu'il y ait une commotion interne en Équateur pour qu'il puisse effectivement destituer le Parlement. Ce qui n'est absolument pas la situation. Mais en tout cas, pendant la crise, parce qu'il était lui-même menacé de destitution par le Parlement et que le Parlement avait le nombre de voix suffisantes pour le destituer. Donc il destitue le Parlement. Pendant toute la crise, l'ambassadeur des États-Unis en Équateur, Michael Fitzpatrick,
accompagne la fermeture du Congrès, dans ces conditions douteuses, d'une déclaration affirmant que les États-Unis respectent les processus internes et constitutionnels de l'Équateur et continueront à travailler avec le gouvernement constitutionnel, la société civile, le secteur privé et le peuple équatorien, c'est-à-dire appuie Guillermo Lasso dans sa décision du Parlement. Et évidemment, je ne précise pas que l'OEA fait la même chose. Vous savez, l'OEA, il y a un personnage abominable qui s'appelle Luis Almagro, qui est avec l'ancien président Lénine Moreno, équatorien, ce qu'il y a de plus honteux en Amérique latine. Et donc, ils ont laissé renverser Castillo sans lever le petit doigt, et en revanche, ils ont appuyé Guillermo Lasso. Juste, alors une anecdote, en Équateur, finalement, c'est pas très grave, contrairement au Pérou, parce que cette destitution du Parlement par Guillermo Lasso, ça s'appelle la mort croisée, et ça implique qu'il va y avoir de nouvelles élections législatives et présidentielles. Et donc, du coup, ça arrange tout le monde parce que, là, pour le coup, nos amis de la Révolution citoyenne ont des chances réelles de l'emporter. Voilà. Et comme il faut, comme les meilleures choses ont une fin. Je termine parce que vous allez me demander. Enfin, j'espère que vous allez me demander, mais comment ça va se terminer? Est-ce que la droite va continuer à l'emporter? Est-ce que la gauche va continuer à l'emporter? Je vais terminer sur une phrase de l'écrivain portugais José Saramago, que j'ai d'ailleurs attribuée par hasard dans une interview récente à Eduardo Galeano. Quand on termine une conférence sur l'Amérique latine, c'est toujours Eduardo Galeano. Et bien là, non, c'est José Saramago. Il dit « La défaite a quelque chose de positif, elle n'est jamais définitive. En revanche, la victoire a quelque chose de négatif. Elle n'est jamais définitive non plus. » Merci Maurice pour ta brillante intervention et merci surtout d'avoir réussi à respecter les 10 minutes que je t'avais imposées. Bon, on touche à la fin de cette rencontre. Donc, nous allons, parce que je vous rappelle, c'est les 3 ans des deux rives, nous allons souffler la bougie. Par la suite, je vous invite à vous restaurer à l'association Unida Pérou. Vous savez que le Pérou, alors évidemment j'ai un Mexicain à ma gauche, il ne va pas être content, mais le Pérou a la meilleure gastronomie de l'Amérique latine. Ils combattent en finale avec les Mexicains. Donc je vous invite à aller venir vous restaurer. Et juste après la bougie, je vais quand même appeler à un représentant de chaque organisation pour qu'il vienne nous dire un petit mot, une minute. Donc, los compañeros de la Révolution citoyenne, Jeannette et Maigualida. El Consejo Pro Bolivia, ok. Y Carolina, si nos hace este honor de dire también unas palabras. Bueno, ya culminamos. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les deux rives, joyeux anniversaire. Et merci à vous. Ah, je précise aussi qu'il y a des parts de gâteau pour tout le monde, au stand péruvien aussi.